Bonjour, moi je suis Pierre Brousse, associé avec Baudouin au sein du CROSS. Donc je vais vous parler d'une partie un peu plus barbante, mais au niveau statistique sur les résultats de notre cohorte du S-Sport Test et quelles implications cliniques on peut en tirer. Donc globalement à ce jour on a inclus 101 patients, 26 femmes, 75 hommes. Comme l'a dit l'ANSEM, c'est quand même une population qui reste très jeune, autour de 23 ans d'âge moyen. Et les tests étaient faits entre 4 et 5 mois post-opératoire en fonction des rendez-vous de la partie plutôt logistique. Toujours effectué par 3 kinés, donc Baudouin, moi-même et Lisa, que certains étaient là le mois dernier, que vous avez vu. Donc au niveau des amplitudes, globalement ce qu'on peut voir c'est que la flexion et l'abduction sont assez bien récupérées, presque à 100%. Par contre au niveau des rotations, donc que ce soit en rotation externe en RE1 ou en RE2, on retrouve un différentiel de 15 degrés sur ces deux positions et 2 étages vertébraux sur la rotation interne. Comme on peut s'en douter, ceux qui étaient raides en RE1 étaient également raides en RE2 sur les rotations externes. Au niveau de la force musculaire, donc là on peut voir que il y a encore pas mal de déficits autour de 4-5 mois. Comme le montrent les études dans la littérature, près de la moitié de la cohorte ne remplissait pas le seuil de 15% qui ressort dans la littérature, surtout au niveau des rotations internes en concentrique et en concentrique sur la rotation externe aussi. En excentrique, ils récupèrent moins bien la rotation interne en excentrique, bizarrement. Les 2 tiers de la cohorte ne remplissent pas le seuil avec un déficit moyen autour de 26%, comme on le voit ici. Donc il y a encore un bon déficit de force autour de 4-5 mois. On peut se demander est-ce qu'il existe une corrélation entre le déficit d'amplitude et le déficit de force. Il n'y en a pas. Ce qui peut être expliqué par le fait que sur la position d'isocinétisme, le pic de couple arrive dans des amplitudes qui sont largement récupérées fonctionnellement et on ne va pas aller chercher des positions de force où peut-être la raideur peut gêner la production de force. Il n'y a pas de corrélation non plus entre le déficit d'amplitude et les résultats des tests fonctionnels. Donc quant à ces derniers justement, on voit que c'est assez peu discriminant. Il y a globalement plus ou moins 80% de la cohorte qui est arrivée à passer ce seuil de 10%. Concernant donc le CK, CUST, donc le fait de toucher les mains alternativement, les normes décrivent quand même des seuils qui semblent assez faibles, notamment chez les femmes. Il n'y a qu'une femme sur les 26 qu'on avait qui ne remplissait pas le seuil, donc ça reste des normes assez faibles et autour de 4-5 mois, les patients sont assez performants sur ces tests fonctionnels. Donc on s'est demandé la même chose, est-ce qu'il existe un lien entre le déficit de force et les tests fonctionnels statistiquement. On peut voir que sur la rotation interne, il n'y en a pas. Sur la rotation externe, par contre, dès que le déficit dépassait ce seuil de 23%, il y avait quand même une chute de performance sur l'upper limb rotation test, donc le test en vitesse, et sur le Y-balance test. Donc au-dessus de 23%, il diminuait de 9 points le résultat sur l'upper limb rotation test et de 5 points sur le Y-balance test. Concernant l'appréhension, donc au niveau objectif, on a quand même plus de la moitié de la cohorte qui présente un test d'appréhension positif. Cependant, si on regarde que le SIRSI, on voit que 23% seulement ne passent pas le seuil de 70 qui est retrouvé dans la littérature. Donc globalement, ça reste une population qui est assez confiante avant de retrouver la pratique sportive. Si on fait l'analogie avec le croisé, si on laisse juste le ACLRSI décider du retour au sport, je pense qu'on aura quelques surprises. Donc c'est pour ça que les critères subjectifs sont bien, mais il faut quand même essayer d'avancer sur les critères objectifs, notamment dans le suivi du patient. On s'est demandé quel facteur influençait le plus le score de CIRSI ou SIRSI. Et on peut voir que les tests fonctionnels, donc sur le Y-balance test ou l'upper limb rotation test, dès que le déficit dépassait 10%, on avait quand même une chute autour de 10 points du SIRSI. À droite sur le graphique, là on voit que le nuage vert montre ceux qui avaient plus de 10% sur le Y-balance test, comparativement aux populations qui avaient entre 0 et 10 et moins de 0% de déficit. Donc on voit que sur le SIRSI, ceux qui avaient plus de 10% avaient en moyenne autour de 73-72 points sur le SIRSI et ceux qui présentaient un déficit moindre dépassaient largement le seuil de 80.
Donc quand même, les critères fonctionnels influent beaucoup sur le SI-RSI. On voit que la mobilité influe dans une moindre mesure sur ce score-là. Et par contre, la force musculaire, dès que, pareil, on retrouve ce score de 23%, dès que le déficit dépasse 23%, pardon, le SI-RSI diminue de presque 9 points. Donc que retenir, globalement, on a quand même un déficit de mobilité, comme on retrouve dans la littérature, hein, et également sur la force musculaire. On note quand même l'importance de travailler en chaîne cinétique fermée dans multidirectionnel pendant la rééducation, ce qui va influencer sur la confiance du patient sur son épaule. Et il faut plus voir tout ça comme un engrenage entre plusieurs maillons où la force et les tests fonctionnels vont influencer sur l'appréhension et la confiance du patient au niveau subjectif. Donc la prochaine étape, c'est de voir quels critères influencent le plus le retour au sport et la performance chez cette cohorte. Donc en tant que praticien, comme l'a dit Anselme, on a fait évoluer le protocole de rééducation en autorisant plus rapidement la mobilisation en RE2 surtout. Et le renforcement isométrique peut être débuté assez tôt dans un secteur angulaire protégé pour essayer de pallier à ce déficit de force qui se crée au fur et à mesure de la rééducation. Le but pour nous, c'est de tester et valider régulièrement l'évolution du patient. On retrouve quand même deux phases, une phase plutôt générale où on doit s'attarder à la récupération des amplitudes, de la force musculaire, donc qui peut être fait soit en isométrique, soit en isocinétique si on a la chance d'en avoir un, et d'incorporer petit à petit les tests fonctionnels pour le suivi du patient. Et moi je pense que le S-Sport Test arrive vraiment à la fin de cette phase générale où on doit valider des critères de mobilité, de force, les tests fonctionnels et le CIRSI qui doit être supérieur donc, au seuil de 80 points. Et après, quand même, il ne faut pas s'arrêter là. Je pense qu'il faut aller chercher plus de spécificité par rapport au sport en essayant d'intégrer des tests sous fatigue avec la contrainte neurocognitive et des tests en chaîne cinétique ouverte et fermée qui se rapprochent le plus du sport du patient avant de permettre un retour au sport complet. Il y a vraiment différentes phases dans le retour au sport. On ne peut pas dire du jour au lendemain tu peux reprendre la compétition par rapport au S-Sport Test. Il faut essayer vraiment d'être progressif et d'implémenter par des critères donc la fatigue, le neurocognitif qui vont augmenter la difficulté du patient et essayer peut-être d'être plus discriminant au niveau des tests. Voilà.